Bien, merci d'être inscrit à cet atelier. Donc, comme je le disais, vous êtes très nombreux. Et l'idée de notre atelier, c'est la table ronde intitulée « Repensons nos organisations, comment mieux faire ensemble ?» Donc, je suis Chloé Lelarge et c'est moi qui vais animer cette table ronde donc, de cet après-midi. Et pour poser un peu le contexte, je voudrais apporter quelques éléments de contexte. Depuis la crise Covid, un employé sur 10 a changé de métier depuis le premier confinement de mars. C'est une statistique des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et plus récemment, en 2022, et là les chiffres font frémir, vous avez un employé sur 2 qui se déclarait en détresse psychologique ou en arrêt maladie pour cause de troubles psychologiques ou d'épuisement professionnel. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et enfin, plus récemment, vous avez le phénomène de quiet quitting qui s'est vu apparaître en fait dans les organisations et ainsi que le phénomène de grande démission. Ça indique donc un nouveau rapport au travail et donc une forme aussi de désengagement. Ce pourquoi la thématique d'aujourd'hui est assez importante dans un contexte un peu complexe, si on peut dire. Et il nous semblait important, en fait, avec l'ensemble des intervenants et chez Initiative Durable, donc de poser la question de comment on pourrait mieux faire ensemble pour contribuer à ce changement. Donc comment remettre du sens finalement dans les métiers tout en osant changer. Et puis comment aussi donner un rôle à chacun dans le processus de transformation, dans cette logique donc de changement au sein de nos organisations. Donc comme je le disais, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Ça montre en fait, je pense, l'importance de ce sujet. J'oserais dire peut-être sa nécessité de poser cette question-là. Alors je voudrais rappeler que vous pouvez poser vos questions sur un numéro qui devrait s'afficher normalement, mais il n'y est pas encore, ils vont vous l'afficher, voilà, sur le numéro, juste devant vous. Et les personnes en ligne, vous pouvez aussi poser vos questions. On aura un temps de questions-réponses à la fin. Et je vais présenter les intervenants de cette table ronde qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et je me tourne vers vous, Lydia Pisoglio. Donc Lydia, vous venez de l'Université du Nou, vous êtes la cofondatrice de l'Université du Nou et vous vous définissez comme une accompagnante et une experte de l'expérience. Vous aidez les organisations à construire leur propre faire ensemble, c'est-à-dire leur propre gouvernance partagée, à l'abri, je cite vos termes, de tout gouvwashing. Comment ça va Lydia ? Merci Chloé. J'ai des fourmillements quand même à l'intérieur. Voilà, j'ai un petit peu le trac et puis j'aime bien en fait quand vous avez posé expert de l'expérience à la base. Je m'étais dit c'est vraiment pour dire ce mot en fait d'humilité à l'accompagnement. Parce que quand on est une accompagnante, en fait, eh bien, on vient soutenir en fait quelque part ce qui se déroule. Et voilà. Et en fait, en entendant expert de l'expérience, je me dis ça fait pas du tout humble en fait comme truc. Alors qu'en fait, à la base, c'est vraiment phénoménologique. C'est comment on est juste présent pour que quelque chose en fait se passe. Voilà. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, même si ça fait un peu à l'intérieur. Mais la spontanéité va reprendre le dessus et ça va aller. J'espère. Merci Lydia. Patrick,
Vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes actuellement accompagnateur, Patrick Négaré, pardon. Vous êtes accompagnateur en transformation et vous avez été pendant de nombreuses années directeur de 5 CPAM, dans lequel vous avez entamé et mis en œuvre le changement avec une démarche nommée Progressence. Pour vous, l'humilité du dirigeant est la condition sine qua non de toute nouvelle démarche de changement. Quelle est votre météo du jour, Patrick ? La météo du jour, c'est que je suis enthousiaste. Quand j'ai vu les lauréats ce matin, il se passe des choses extraordinaires. Donc on peut avoir confiance dans l'avenir, il suffit d'oser. Voilà. Oser, je crois que ça va être le mot de notre table ronde. Merci Patrick. Et enfin, Jean-Baptiste Delrieux. Jean-Baptiste, vous êtes leader en transformation et en gouvernance partagée chez Decathlon. Et c'est par un processus personnel d'identification de vos émotions et l'observation des dysfonctionnements liés à l'humain, lorsque vous étiez directeur de centre logistique, que vous avez débuté des changements chez Decathlon. Et pour vous, un travail parallèle sur ces peurs et l'ego doit être combiné à une vision systémique de l'entreprise. Comment allez-vous, Jean-Baptiste ? Bonjour à tous. Parler d'émotions et de conscientisation des émotions, à l'instant, je me sens stressé. J'ai peur, justement, de parler devant autant de monde. Et je vois bien qu'il y a cette envie de bien faire et de bien parler. Et en même temps, je sens que je vais me laisser porter par le sujet. Je suis déjà très intéressé par tout ce qui a été dit en introduction, donc de l'enthousiasme aussi. Bon, enthousiasmé... Et puis, oser dire, oser faire. C'est ce qui va nous guider pendant cette table ronde. Avant de commencer et de passer la parole donc, aux intervenants, nous avons souhaité vous solliciter, vous le public, et donc les personnes inscrites, afin de mettre en lumière les sujets de la table ronde et nous aider à comprendre finalement toute la complexité de ce sujet du changement. Et pour vous positionner par rapport aux questions qu'on va vous poser, vous pouvez utiliser les petits cartons. Alors, on est victime de notre succès. En fait, il n'y a peut-être pas assez de petits cartons pour tout le monde. Mais ces petits cartons distribués vont vous permettre de voter par un code couleur. Et pour les personnes en ligne, il suffira de cocher 1, 2 ou 3. Alors... Voilà, j'ai fait... Ah, voilà. Alors... Question numéro 1. Donc, selon une étude de Malakoff Humanis, est-ce que vous avez 34, 42 ou 48% des salariés qui étaient en arrêt maladie cette année, en 2022 ? Je vous propose de voter. Ah, il y a quand même une majorité de jaune. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est le jaune, 42%. Et pour vous donner donc un ordre de grandeur, c'était 38% en 2021. Donc voilà, comme je disais en début de table ronde, ça a augmenté. Passons du coup à la question numéro 2. Donc c'est des questions qui n'appellent pas forcément de réponse de manière binaire, hein, ça se discute. La confiance dans une organisation exclut-elle le contrôle ? Oui, la confiance donne trop de liberté. Non, cela n'empêche pas les indicateurs de suivi et de résultats. Et enfin, oui et non, cela dépend du contrat de confiance. Ah, du jaune encore, c'est réjouissant. Vous observez ça, Lydia, Patrick et Jean-Baptiste ? Bon, c'est bien, on engage le changement, clairement. Question 3. Qu'est-ce que la qualité de vie et des conditions de travail ? Alors, je précise que les questions, en fait, c'est lors des entretiens avec Patrick, Lydia et Jean-Baptiste qu'on a soulevé ces sujets-là. Donc, voilà, c'est pas là par hasard. Donc, est-ce que c'est un environnement de travail agréable ? Est-ce que c'est un environnement et des conditions de travail facilitants ? Et enfin, est-ce que c'est ressentir du bonheur au travail ? Ah, il y en a qui ont mis les 3, c'est fameux. Mais oui, le choix du roi, c'est ça. Et jaune, un environnement des conditions de travail facilitant. C'est vrai que c'était ce qui ressortait. On pourra en reparler, Patrick. Et enfin,
Question 4. Une organisation doit-elle nécessairement avoir un leader? Cette fameuse question de la personne qui représente. Réponse 1. Non, chacun peut se faire porte-parole des messages. Réponse 2. Oui, le leader rassemble. Et enfin, oui, mais cela dépend des pouvoirs qui lui sont confiés. À vos votes. Ah, il y a un peu de tout là. Bon, là c'est un petit arc-en-ciel de couleurs, j'ai l'impression. Bon, on verra bien, on va aborder cette question. C'est complexe la question du leader, mais finalement, c'est bien rattaché à la question de la gouvernance partagée. Merci pour vos réponses et de vous être prêtés au jeu. L'idée, c'était un peu de créer de la frustration quand même, et sur cette table ronde, sans forcément déflorer le sujet. Et justement, on a parlé du leader. Ça va être le moment, en fait, de définir des termes, de poser un peu des bases concrètes et théoriques. Lydia, vous allez pouvoir nous aider à ça, avec l'Université du Nou, pour raccourcir, je dirais l'UDN, si ça vous convient. Vous travaillez à accompagner des démarches de transformation des organisations vers plus de gouvernance partagée. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance partagée, Lydia? Et puis, quelles sont ces 3 fameuses dimensions de la gouvernance partagée? Avant même que vous donniez les ingrédients. Redéfinissez tout ça, si c'est possible pour vous. J'aime bien, Chloé, du coup, quand vous amenez en effet la notion de démarche, parce que pour moi, c'est jamais anodin. Ça veut dire aussi qu'il y a toujours ce questionnement, en fait, de l'intention, en fait, de départ. Et vous évoquiez dans ma petite présentation la notion de gouv-washing, où moi je l'appelle comme ça, quand de temps en temps on est appelé en fait pour quelque chose en lien avec la gouvernance partagée, et puis bon, si on creuse, on sent peut-être que les raisons ne sont pas forcément en lien avec cette envie de venir distribuer autrement, en fait, le ou les pouvoirs, ou alors au contraire de s'interroger justement sur nos fonctionnements et peut-être de mettre à plat un certain nombre de choses pour évoluer, pour être aussi plus en adéquation, en fait, avec ce qu'on produit et la manière, en fait, dont on le produit. Voilà. Parce que c'est aussi à la mode, ça a été aussi cité. Donc toujours venir revisiter, en fait, cette intention de base. Et pour moi, au fond, la gouvernance partagée, c'est une forme de carrefour entre ce qu'on peut appeler la notion d'horizontalité. Donc comment vraiment on va pouvoir ensemble co-construire, comment on va avoir des espaces, en fait, d'équivalence au pouvoir. Et moi j'aime citer, en fait, la notion du pouvoir décisionnel. La plupart du temps, quand dans certaines organisations, et vraiment tout type confondu, asso, ONG, entreprises du champ de l'ESS, entreprises plus classiques, etc. Quand on demande, ok, d'accord, mais là du coup vous avez décidé, oui, enfin bon. Non, mais je veux dire, donc vous avez eu un moment où vous avez voté, peu importe, majorité, consentement, consensus, mais est-ce que vraiment il y a eu un moment? Oui, enfin, en fait, un tel est venu avec ça, et puis on a dit, bon, d'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est plutôt lui ou elle qui a la décision, en fait. Non, mais, ok. À un moment donné, en fait, c'est parce qu'il y a un processus qui est clairement défini, en fait, de partage du pouvoir décisionnel, que nous sommes garants et garantes, en fait, que c'est une codécision, véritablement. Voilà. Donc là, il y a vraiment toute cette partie d'horizontalité, avec des espaces qui sont clairs sur l'aspect participatif ou codécisionnel. Et puis, il y a aussi cet axe de verticalité. Parce que souvent, il y a aussi beaucoup de fantasmes, en fait, quand on vient parler de gouvernance partagée, distribuée, où, à un moment donné, on pourrait se dire, voilà, on va décider de tout, tous ensemble, en permanence. Et c'est pas ça le propos. C'est comment aussi on peut être dans, à la fois, il y a vraiment des espaces d'intelligence collective nécessaires et de codécision, et aussi comment, à un moment, il y a du positionnement possible, de la souveraineté, des périmètres, en fait, d'autorité qui sont clairs selon des entités ou alors par rapport à des rôles, en fait, précis. Donc, il y a bien aussi quelque chose à venir
cultiver dans sa capacité, soit personnelle à décider, soit à une entité de décider, peut-être tel cercle ou tel bureau, on peut les appeler de manière différente. Et puis, je dirais pour moi, il y a cette troisième notion qui est ce que nous on nomme l'aspect de la profondeur. Dans la profondeur, il y a comment nous revisitons nos modes relationnels. Comment, à un moment donné, ce que tu nous as permis de faire aussi, comment je peux venir livrer quelque chose de moi, mais quelque chose de moi qui est juste pour ce qu'on a à faire ensemble. Il ne s'agit pas de venir raconter sa vie ou de faire sa thérapie personnelle, c'est pas ça l'enjeu. C'est juste de venir donner en fait aussi à voir et de lever les interprétations. C'est aussi comment je vais pouvoir être un peu plus dans du sensible, comment la place en fait des émotions est possible. Je vois pas tellement en fait comment on peut répondre et comment on peut sortir en fait de notre déni climatique, mais a priori si on est ici, c'est que déjà, si je suis ici, c'est que peut-être je le suis un peu moins, mais je sais encore que j'ai des parts en moi de déni et que faire face en fait à des angoisses ou à l'éco-anxiété, comme ça a été notifié ce matin, c'est pas chose facile. Comment aussi je peux mettre aussi une part de ma vulnérabilité ou de ma fragilité. Bref, donc comment aussi tout cet aspect subtil en fait de notre humanité a sa place à l'intérieur de nos structures, de nos organisations, mais pour soutenir en fait ce qui est à faire ensemble. Voilà. Donc c'est en lien avec l'intelligence émotionnelle, peut-être en lien aussi avec l'aspect de l'intelligence spirituelle, avec des rituels en fait qui nous aideraient aussi à dépasser un certain nombre de choses. Voilà. Donc pour moi, c'est ce carrefour en fait entre horizontalité, verticalité et puis cet aspect de profondeur de soi, d'être humain et en lien avec aussi, moi j'aime bien nommer avec les règnes, quoi, avec notre environnement en fait présent. Et donc finalement, la profondeur, c'est ce qui est le plus difficile pour nous à accéder au final. Est-ce que vous avez quelques ingrédients à nous donner pour déployer une telle démarche avant d'aller sur les retours d'expérience? Ces 7 axes, par exemple. Oui, donc en fait, dans des ingrédients, c'est... j'ai envie de dire, c'est oser déjà regarder en fait ce qui se passe, c'est-à-dire comment en fait est partagé le pouvoir, comment en fait sont réparties en fait les décisions, comment est structurée notre organisation. Et pour moi, c'est d'abord de venir objectiver, et c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vraiment donner à voir en fait, rendre explicite ce qui existe déjà. Un des tout premiers logiciels en gouvernance partagée s'appelait Glassfrog. Vous pardonnerez mon accent anglais. Et Glassfrog, c'est cette petite grenouille transparente en fait sur lequel on voit, dans laquelle on voit le squelette en fait. Donc quel est le squelette en fait de notre organisation? Donc c'est vraiment venir rendre explicite déjà la structure et peut-être s'apercevoir qu'au fond on pensait qu'on décidait un peu tous ensemble, ou on pensait peut-être que c'était telle personne, alors qu'en fait, c'est peut-être une autre entité, ou c'est peut-être en fin de compte une autre personne. Où est le pouvoir décisionnel à l'intérieur de nos structures? Où sont les influences possibles? Et c'est pas grave en fait d'avoir des influences, mais comment on vient rendre le plus présent, objectivable en fait ces notions-là. Ensuite, c'est vraiment avoir créé en fait des espaces où je peux m'exprimer. Souvent en fait en gouvernance partagée, pour moi, moi ce que je sens en fait, c'est que c'est une forme en fait de levier le plus inclusif possible, mais pas inclusif forcément on fait avec tout le monde, tous ensemble, tout le temps, mais c'est comment en fait ma parole peut être prise en compte. Comment en fait, si je sais que dans tel cercle ou dans tel bureau ou dans tel CA ou dans tel CODIR ou je sais pas quoi, il y a ça qui est à décider, et à partir du moment en fait où il y a un processus qui est clair, je sais que je peux poser ma parole. Je suis pas là en fait à me battre pour je voudrais non. Je sais qu'à un moment donné, en fait, ça va m'arriver. Et ça veut dire que là, je peux prendre le temps de dire un certain nombre de choses et que je peux entendre, si je suis un responsable, une responsable, un manager, une manageuse, comment je peux aussi entendre de ce qu'on appelle un peu des signaux faibles, en fait. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment un enjeu impérieux en fait, dans cette notion d'inclusivité et donc de processus. Donc ça veut dire construire
des moments où les processus sont clairs. Ça veut dire aussi, potentiellement, un des autres ingrédients, c'est pouvoir se regarder, en fait, ensemble fonctionner. Donc c'est peut-être à la fin d'une réunion ou d'un moment partagé, venir un peu débriefer. Comment ça s'est passé, en fait? Comment cette réunion, elle a été animée, pas animée? Ça, c'est un grand débat aussi. L'animation d'une réunion et le cadre, en fait, qui nous permet donc de travailler ensemble. Comment j'arrive, en fait, à prendre du recul, à la fois sur moi, à la fois sur ma posture, mais aussi sur le système. Parce que c'est bien, à cet endroit-là, aussi une co-responsabilité. Qu'est-ce que l'organisation, en fait, met en place pour me permettre de poser ma parole, pour me permettre en fait d'être le plus dans ma dans mon pouvoir au bon sens du terme, quoi. Voilà, donc ça fait partie en fait des ingrédients qui nous ouvrent des voies d'un faire ensemble peut-être amélioré. Voilà, et peut-être aussi co-construire notre cadre de sécurité, comment on a envie de relationner, c'est quoi aussi notre processus d'inclusion, c'est quoi aussi notre processus peut-être de sortie, c'est-à-dire comment aussi c'est accompagné, si à un moment donné j'ai envie de partir en fait d'une société ou d'une organisation, comment les choses en fait sont claires dans un processus. Et peut-être aussi il y a des espaces, moi j'entendais ce matin, tu parlais de l'aspect des conflits. Je ne sais pas si ça permet de ne pas avoir de conflits. En tout cas, j'entendais l'aspect évidemment transformation, c'est-à-dire plus il y a de la capacité d'agir. Moi, je sens qu'à des endroits, il y a énormément de conflits qui sont au fond très structurels, qui sont des difficultés, qui sont des overlaps, c'est-à-dire voilà, des imbrications de rôles ou de difficultés justement à prendre son pouvoir d'agir. Et donc, comment aussi, il y a des espaces, en fait, pour qu'à un moment donné, on puisse peut-être exprimer un certain nombre de difficultés et un certain nombre de tensions qui sont générées par ce qu'on produit, la manière dont on le produit, etc. Et puis, donc, je terminerai là-dessus. Des espaces, moi, au fond, ce qui m'intéresse particulièrement dans ces gouvernances alternatives, on peut dire partagées, distribuées ou autres, c'est l'idée, en fait, de construire en permanence nos propres règles. Alors à l'intérieur d'un cadre, évidemment, juridico-légal qui est posé, et peut-être aussi qu'on peut faire aussi un peu bouger d'ailleurs à la marge, mais comment notre gouvernance en fait s'adapte. Donc l'idée c'est que chacun puisse venir faire remonter de plus en plus de tensions au sens positif du terme, c'est-à-dire des choses qui nous mettent en mouvement pour que nous créons, en fait, pour que la gouvernance s'adapte en fait et bouge. Donc c'est là où on retrouve aussi les notions d'agilité et puis plutôt du sentir quoi et d'ajuster plutôt qu'un cadre qui a été posé une fois pour toutes et qui au fond nous permet pas beaucoup d'adaptation par rapport à l'environnement qui complexe et qui change de plus en plus. Voilà, donc c'est aussi venir définir en fait des espaces clairs où on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. Voilà, ça fait partie de quelques ingrédients qui permettent d'entrer dans une démarche telle que celle-là. De gouvernance et de changement. Voilà. Merci Lydia. Ça me fait, j'ai une image qui me vient en tête quand vous parlez. C'est l'image d'un cadre souple, tout le temps mouvant. Et puis c'est aussi quelque chose qui me fait beaucoup penser à la communication non violente, qui est de l'ordre de négocier la négociation, de mettre en place les ingrédients favorables à l'expression. Et voilà, on pourra peut-être y revenir, mais du coup, Jean-Baptiste et Patrick, vous allez être là du coup pour nous livrer vos témoignages justement d'expériences relatives au changement. Je vous pose la question à vous deux et puis chacun y répondra. Donc par rapport à vos différentes expériences, qu'est-ce qui vous a amené vous à vouloir entamer ce fameux changement? Qu'est-ce qui a motivé ça? Au choix. Oui, ce qui m'a amené, c'est tout simplement en tant que directeur de caisse d'assurance maladie, l'avantage c'est qu'on est aux premières loges. Et les gens étaient de plus en plus mal, on voit bien les arrêts de travail, sans parler des burn-out, qui sont encore plus catastrophiques, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on réduisait les effectifs constamment, il fallait produire de plus en plus, et on arrivait un peu à la marge dans ce qu'on pouvait produire. Il y a eu l'informatisation, etc., bien sûr, mais certes, mais après. Et je me suis dit, tu t'en sortiras pas si jamais les gens ne sont pas bien dans leur travail,
pour justement arriver à exprimer tout leur potentiel et que là, on parvienne à faire face à une charge de travail croissante avec moins d'effectifs. C'était un pari assez lourd, mais finalement qui n'était pas si risqué parce que c'était presque certain qu'on s'y prenait très très mal, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment, quand les gens veulent pas ou n'arrivent pas à avancer, c'est pas en criant plus fort ou en mettant plus de procédures que ça change. Il faut se dire, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme ça que j'ai démarré en leur disant, voilà, moi j'ai envie que les choses se passent bien. Je suis un parmi vous autres, et à chaque fois vous aurez votre part de pouvoir, votre part de responsabilité. D'où l'aspect de co-construction. J'ai dit à mes collègues, mais à chaque fois qu'il y a un problème, finalement, le pouvoir doit être là où est l'information. Et l'information, elle est au plus près du terrain la plupart du temps. On est dans un monde aujourd'hui de plus en plus complexe où il n'y a plus la séparation entre la conception et l'exécution comme autrefois. Avant, je conçois, t'exécutes, paf, je suis chef, j'ai bac plus 10, c'est bien. Non, c'est fini. Et souvent, ce qu'on fait trop, c'est qu'on fait remonter l'information là où se trouve, soi-disant, le pouvoir en haut. Alors, le temps que ça remonte et le temps que ça redescende, le train, il est déjà parti. Oui. Et donc, en changeant ça, finalement, petit à petit, ça a enclenché une mécanique. Alors, c'est très progressif, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, notamment les anciennes générations. Mais en faisant petit à petit les choses, en fêtant des petits succès, on a montré que ça fonctionnait. Et là, on a enclenché une mécanique différente. Donc, c'est ça, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme on faisait avant, parce que ça ne marche plus. Et on voit bien, il y a 10 ans déjà, je le pensais, mais c'est de plus en plus évident aujourd'hui. Donc oui, un constat d'aller de l'avant. Ouais. Et vous, Jean-Baptiste, il me semble que l'humain, les dysfonctionnements liés à l'humain, c'est quelque chose qui a donné envie d'agir? Oui, je pense que de base, j'aime beaucoup observer ce qui se passe autour de moi. J'ai eu un parcours de vie qui m'a amené à stopper un processus d'évolution verticale dans l'entreprise et qui m'a amené à me poser et à du coup pouvoir encore plus utiliser cette envie d'observer, d'analyser ce qui se passait dans l'organisation. Et donc cette observation qui s'est surtout basée sur une écoute active des personnes m'a amené à regarder qu'au niveau relationnel, il y avait beaucoup de choses qui dysfonctionnaient et qu'une grosse partie de ces dysfonctionnements étaient lié aussi à mes impulsions en fait, que je faisais en tant que directeur d'entrepôt. Tout simplement, en fait, c'est venu d'une volonté d'améliorer les choses avec, je fais quoi à ce que disait Lydia juste avant qu'on soit en table ronde, avec à un moment une prise de conscience que c'est comme ça, c'est-à-dire il y a un système qui fonctionne comme ça, mais ça peut être autrement. Et c'est venu d'impulsions qu'il y avait aussi en dehors de Decathlon et qui commençaient à infuser chez Decathlon d'entreprises libérées et du coup de remise en question de paradigmes de base comme des managers qui doivent contrôler, qui doivent dire ce qu'il faut faire, etc. Et avec les impacts négatifs que ça avait sur les collaborateurs. Voilà, j'ai souhaité vraiment du coup trouver une manière de faire différemment et de faire mieux et qui permettait à la fois à l'organisation de mieux fonctionner mais aussi aux gens de mieux se sentir dans l'organisation. Bien, merci. En ayant établi ce constat et de ce constat de se dire que le c'est comme ça, on peut faire autrement. Quels ont été vos leviers concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Par quoi vous avez commencé et combien de temps ça a pris? Je pense que c'est des questions que l'on se pose tous concrètement. On partait de loin dans une organisation traditionnellement très hiérarchisée quand même, voire un peu poussiéreuse. J'ai commencé par l'acculturation, c'est-à-dire pendant un an, j'ai fait venir des experts, on s'est inscrit dans différents colloques, associations, on a fait du benchmarking, pour que les gens, y compris des employés, ils partent constater ce qui se passait ailleurs. Parce que si c'était que mon discours, c'était pas suffisamment crédible. Parce qu'on dit, le patron, il dit ça, mais il a lu un livre de management ce week-end, ça va lui passer, c'est pas grave, on attend. Bon, ça c'est la première phase pendant un an. Bon, c'est un peu long, mais voilà. Et puis après, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, voilà, comment fonctionne un être humain, comment fonctionnent vos enfants? C'est basé sur les neurosciences. Et les leviers, il y en a 5 que je vais décrire très rapidement. C'est d'abord le sens.
Parce que si on ne donne pas du sens, s'il n'y a pas d'ambition quelque part, ça ne marche pas. Il y a l'ambition de la personne déjà, est-ce que c'est conforme à mes compétences, à ce que j'attends? Puis il y a l'ambition de la société ou de la caisse ou de l'entreprise. Bon, ben ça implique par contre d'expliquer pour que les gens comprennent et qu'ils adhèrent. Trop souvent, on passe à l'étape suivante en disant on ne comprend pas, ça ne l'intéresse pas, etc. Non, pas du tout. Il faut prendre du temps. Le deuxième levier, c'est la confiance. Finalement, la confiance, c'est un réducteur de complexité. C'est ça que les managers ne comprennent pas. C'est quand vous faites confiance, les non-dits ont tendance à disparaître parce qu'ils sont exprimés. C'est un pléonasme ce que je dis. Et puis, vous gagnez finalement en prise de décision. Et là, les gens, ils s'investissent de plus en plus. Et ensuite, ils pensent que si vous faites preuve d'humilité, c'est qu'il y a le droit à l'erreur et que donc je peux faire une erreur, c'est de l'apprentissage et je vais continuer. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est ça qui génère la libération des énergies. Le troisième levier, c'est l'autonomie. Sans autonomie, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'agilité. Ça, c'est une évidence, mais encore faut-il l'admettre. Et il ne faut pas penser d'ailleurs que l'autonomie, c'est lié à la motivation extrinsèque, carotte-bâton. C'est la motivation intrinsèque, c'est pourquoi j'ai envie de me lever le matin, pourquoi j'ai envie de venir ici. Et c'est là-dessus que j'ai joué. Pendant le Covid, il y a des gens qui continuaient à travailler alors qu'ils risquaient leur vie. C'était des livreurs, c'était des aides-soignants, des gens comme ça. Mais combien ils gagnaient par mois? Ils ne gagnaient pas 15 000 euros, ils gagnaient le SMIC. Alors quelque part, c'est qu'il y a une autre motivation. Le quatrième levier, finalement, c'est la reconnaissance. Et ça, c'est extrêmement important. Si on veut faire une transformation managériale, il faut que les gens sentent que vous les respectez. Ça paraît simple que je peux dire. Et que vous ne vous considérez pas supérieur à eux. C'est dans le langage. Je ne dis pas, voilà mon subordonné. Ah bah, ça commence mal. J'ai mon collaborateur, même si c'est l'archiviste, c'est mon collaborateur. Voilà, c'est un collègue. Et puis après, les symboles de pouvoir. Alors ça, les symboles de pouvoir, je n'ose même pas en parler dans une administration. Moi, j'ai supprimé pour l'essentiel. Du style parking de direction, salle de direction, etc. Ça fait drôle au début, mais enfin, il faut bien s'y habituer. Sinon, le discours, il est vain, il est en décalage. Il n'y a pas de cohérence dans le discours. Il n'y a pas d'alignement, comme on dit. Et puis, la dernière chose, c'est la fierté d'appartenance. Il faut se dire qu'on joue collectif, qu'on n'aurait pas réussi tout seul ce qu'on entreprend à plusieurs, et que là, on est bien, et c'est pour ça qu'il faut instaurer des rituels. J'ai pas le temps d'en parler, mais un rituel, ça permet de se poser, de distinguer l'accessoire de l'essentiel, de l'urgent de l'important, et de faire communauté, parce que les communautés, aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes, et l'entreprise, c'est une communauté. C'est comme ça qu'il faut le faire vivre. Donc ces leviers, c'est issu des neurosciences, j'ai rien inventé. Aussi, je parlais ce matin les peuples premiers fonctionnent comme ça. Et là, les gens ils disent, mais après tout, oui, c'est comme ça que fonctionnent les hommes et les femmes, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Voilà. Donc finalement, une part de biomimétisme, on pourrait dire ça. Quelque part, oui, parce que le dirigeant doit être exemplaire, il doit montrer comment il faut faire. Si j'exige un minimum de rigueur chez les gens et que j'arrive tous les matins une demi-heure en retard, bah, ça ne va pas durer longtemps. Donc, quelque part, c'est ça. En générant ces choses-là, les gens vont avoir envie de faire pareil, que ce soit l'humilité, l'exigence, toutes ces choses-là, ça fait que ça va se diffuser dans l'entreprise. Et vous, Jean-Baptiste, quels ont été les leviers concrets, surtout dans des entrepôts logistiques? On imagine qu'il y a des choses concrètes à faire pour engager le changement. Oui, ce que j'ai juste envie de dire avant de parler peut-être de deux leviers concrets, c'est que Lydia a abordé tout à l'heure la question de l'intention, et je trouve que c'est une question très importante et complexe, pas facile à laquelle il n'est pas facile de répondre. Ce que je peux dire dans mon expérience, c'est que je pense que je suis passé d'une intention, et j'en parlais tout à l'heure en plus, de sorte d'intention de j'ai envie de rendre les personnes qui sont dans mon organisation heureuses, ce qui n'est pas forcément une mauvaise intention de base. Mais je me suis rendu compte que à un moment, j'ai une prise de conscience, mais je ne sais pas ce qui les rend heureux. C'est à eux de définir ce qui les rend heureux. J'écoutais un philosophe récemment qui disait les pires régimes ont été les régimes qui ont dit on va rendre heureux les personnes dans notre pays. Voilà, donc y a et là en fait je suis venu sur un chemin de permettre peut-être la mise en place de certaines conditions pour que les gens puissent être autonomes, parce que c'est pas facile d'être autonome et il y a besoin de conditions. Un des premiers leviers sur lequel j'ai travaillé, c'est proposer ce que j'avais eu la chance d'avoir chez Decathlon, c'est des formations à connotation développement personnel qui m'ont permis des prises de conscience
et un outillage aussi qui me permettait d'être dans une autre relation avec mes collaborateurs, effectivement de sortir de la relation dominant-dominé et de rechercher une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire ne pas passer de dominant-dominé à je laisse tout faire, ce qui peut être un autre écueil, mais plutôt non, j'ai des besoins, mes collaborateurs ont des besoins, comment on va être sur un rapport gagnant-gagnant, donc par exemple avec la communication non violente, aussi avec la posture de coach, qui amène à s'outiller aussi sur j'accompagne le collaborateur et j'apprends ce truc pas évident qui est de l'accompagner mais de le laisser autonome dans ses décisions. Donc voilà, tout un pavé formation, développement, formation pour qu'il y ait des prises de conscience qui s'effectuent. Et ensuite, j'ai vu que c'était pas nécessaire, enfin que c'était pas nécessaire, que c'était pas suffisant, et qu'il y avait besoin que ces changements de posture individuelle soient soutenus dans l'organisation. Et là est venue vraiment la structure, gouvernance partagée, c'est-à-dire des périmètres d'autorité clairs, parce que s'il n'y a pas de périmètre d'autorité clair, même si le manager fait lui un pas en avant, il peut y avoir des jeux de pouvoir aussi entre collaborateurs dans l'organisation, donc ça permet de caler les périmètres d'autorité de chacun, des espaces avec des processus de décision clairs, donc des espaces de réunion qui sont travaillés. Voilà une structure qui soutient en fait la démarche de chemin individuel. Je précise que chez Decathlon, vous avez une école de la formation en interne. Donc déjà, il y a une culture quand même de la formation qui est présente. Combien de temps ça vous a pris, à tous les deux, de faire tout ça? Et quels ont été vos résultats? À quoi ça a amené? Est-ce qu'il y a eu des écueils? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, alors, les premiers résultats, ça paraît seulement au bout de 2 ou 3 ans quand même, hein, et c'est très progressif. On n'est pas là pour monter sur l'estrade, faire du strass et des paillettes, et puis dire je m'en vais, je passe dans une autre caisse, quoi. Après, ça s'écroule. Voilà. Et ensuite, les résultats sont apparus sur différents registres, hein. Ça peut être sur l'absentéisme. Par exemple, dans la plateforme de service, ça marchait tellement mal que à un moment, je suis arrivé, on n'y arrive plus, on va vous en faire visiter une, et puis vous allez peut-être vous en inspirer. Ils ont décidé d'être complètement autonomes, d'avoir les horaires variables et de définir eux-mêmes leur planning. Ce qui est assez hallucinant, parce que c'est en flux tendu quand même. Et là, l'absentéisme a chuté, le turnover aussi. Donc il y a un lien vraiment de cause à effet. Parce qu'ils ont été responsables. Et quand je suis responsable, si j'arrive un quart d'heure en retard tous les matins, le collègue me dit, dis donc, on a défini ensemble les règles du jeu, c'est pas le code du travail ni la convention collective, c'est pas le directeur général, c'est nous. Voilà, donc l'université du nous, tiens, voilà. Et puis après, des résultats aussi sur des délais de règlement pour les indemnités journalières, des choses comme ça. Parce que les gens, ils y arrivaient pas bien, mais dans la mesure où après on les aidait par des ateliers de facilitation à dire mais pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça fonctionne mieux, plutôt que leur dire mais vous êtes pas bon, vous devez y arriver, faire mieux que le voisin et tout, ils ont vraiment enclenché différentes petites modifications qui ont fait que ça a évolué. Vous voyez, et c'est toutes ces choses-là mises bout à bout qui ont permis des bons résultats. Et puis après, il y avait une beaucoup plus grande participation à des différents ateliers. Quand on a défini les valeurs ensemble, il y a eu vision-valeur, eh bien, il y a eu 40% de candidats, ça faisait 500 personnes quand même. Ce qui est énorme, il a fallu faire des ateliers d'intelligence collective. Avec les gens, ils s'engageaient vraiment, ils avaient envie que ça fonctionne. Et on avait des baromètres pour mesurer finalement la mise en valeur de tous les principes de management bienveillant et exigeant qu'on avait, c'est l'ambiance, l'autonomie, la confiance dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Et ça permettait aux managers de se situer, de voir comment ils progressaient et s'ils évoluaient bien dans leur unité. Voilà. Ouais, donc vous avez mis en place des indicateurs. Oui, il fallait des indicateurs pour quand même. Mesurer, oui, bien sûr. Et voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça la question sur la confiance, ça n'exclut pas de faire confiance. Hein, c'est des indicateurs qui arrivent après. C'est pas le micromanagement. Le problème du micromanagement, c'est que je suis derrière chez quelqu'un et je lui dis qu'il est autonome. Bah non, c'est contradictoire. Et vous, Jean-Baptiste, quels ont été les résultats dans les centres logistiques? À quoi ça vous a mené? Alors, c'est une grosse question, parce que j'ai envie aussi de dire quelque chose par rapport à la notion de résultat qui est important pour moi. Je vois que à chaque fois que je me mets la pression sur le résultat, ce qui m'arrive régulièrement, je suis quelqu'un qui j'ai tendance à mettre trop de pression, ça me fait pas agir de manière productive. J'ai remarqué que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Et il y a quelque chose qui m'a inspiré récemment dans des discussions avec des collègues chez Decathlon, on est dans le milieu du sport,
on s'est dit, mais finalement, ça n'a pas de sens, cette pression sur le résultat qu'on se met dans l'entreprise, puisque je parlais avec quelqu'un qui fait du sport à assez haut niveau, il me disait, mais pour m'améliorer, jamais je pense au résultat que je dois atteindre. Je pense à ce que je suis en train de faire, à comment je peux améliorer mon geste, mais pas au résultat. Sinon, la pression vient et du coup, je suis forcément moins performant. Voilà, maintenant, je sais que c'est de toute façon quelque chose qui est quand même important. Il y a le chemin et le résultat aussi qui est regardé. En fait, en m'intéressant vraiment à ce qui se passait dans l'organisation, j'ai observé des choses qui s'amélioraient. Et pour moi, c'est le plus beau résultat, c'est celui que je pouvais observer concrètement, c'est-à-dire des personnes qui prenaient des responsabilités et qui vraiment s'épanouissaient dans le fait d'avoir un niveau de responsabilité plus important, de pouvoir prendre des décisions et de sentir qu'ils étaient utiles et du coup intégrés à l'organisation. Et un travail qui leur redonnait du sens en fait. J'ai fait une interview récemment d'une magasinière de l'entrepôt. En plus, on est sur des métiers qui sont vachement d'actualité. On en a parlé pendant le Covid. Les magasiniers, c'est ceux qui nous ont fait, grâce à eux, on a pu continuer à manger, etc. Et elle disait ce qui donne du sens, c'est quand je vois que je peux avoir de l'impact sur l'organisation. Donc il y a eu aussi une réorganisation du travail pour casser une logique tayloriste qui était encore présente dans l'organisation, pour redonner un champ de responsabilité plus large qui permet que ça ait du sens. Et là, ça a généré de l'engagement, et cet engagement a généré du résultat sur les accidents de travail qui ont fortement baissé au bout d'un moment. On fait des enquêtes de plaisir au travail dans l'entreprise, il y a eu aussi une grosse amélioration. Et j'ai vu aussi concrètement l'organisation de l'entrepôt, la manière dont le travail était fait, qui était beaucoup plus qualitative, parce qu'une capacité à résoudre les problèmes, à être en relation pour résoudre les problèmes qui s'était beaucoup accru. Donc un constat de baisse d'accidents du travail, meilleure efficience, d'aller aussi au contact des personnes qui ont vécu ce changement et de leur demander leur avis. Merci pour ces différents partages. Moi, j'aurais une question. Si par exemple dans la salle on a un chargé de mission, une personne qui travaille en collectivité et qu'elle a envie d'impulser le changement, et on sait ô combien dans les collectivités c'est compliqué d'impulser le changement, comment elle devrait s'y prendre d'après vous pour que ce soit entendable alors de la part des élus? Comment faire quand les différents temps d'action, ces temps frottent et qu'il y a une inertie? Alors, quand on n'est pas directeur général, effectivement, c'est plus dur d'impulser le changement, parce que si le dirigeant en haut n'est pas d'accord, ça commence très mal. Parce que la capacité d'introspection, elle rend le changement d'autant plus facile, quoi. C'est pour ça que nous, ce qu'on a institué, et pourtant moi j'étais directeur général, c'est ce qu'on a appelé des micro-défis. C'est-à-dire, comme il y avait plein d'initiatives qui étaient prises partout, on les a mis en exergue, on a fait une petite liste, il y en avait une centaine, on a groupé en 25, on dit voilà, il y a des micro-défis, vous pouvez les tenter, parce que si vous avez un micro-défi, vous aurez un micro-échec. Parce qu'en France, on est dans une société où on a peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego, il y a les diplômes, il y a la hiérarchie, voilà. Et alors ça va par exemple, je vais vous en citer 2 ou 3, faites du management visuel. Vous allez me dire, oh, non, mais c'est un ridicule achevé ce qu'il me dit là. Bah, il n'y a qu'à le faire à ce moment-là. On me dit, mais ce que tu dis, c'est du bon sens. Je dis, mais moi, je l'ai mis en pratique, le bon sens. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Et on sait que ça aura une influence beaucoup plus importante qu'on l'imagine sur l'organisation. Parce que là, ça affiche les choses, on n'est pas habitué en France, on voit ce qui va, ce qui va moins bien, et ça permet aux gens qui savent pas bien s'exprimer de le formaliser en 2 mots, 3 mots, 4 mots sur un post-it. L'autre chose, c'est un recrutement avec les pairs. On dit, oui, on est tous une équipe, vous comprenez, c'est super, mais c'est le DRH et le responsable de service qui recrutent sans s'occuper de ce que pense l'équipe. On dit, mais pourquoi on ne mettrait pas quelqu'un de l'équipe? Ah, mais c'est qu'un employé. Bah, j'ai raison de plus, justement, il aura une vision différente des choses. Vous voyez? Et donc, les gens, ils se sont essayés à faire ça. Et là, ça a changé complètement. Et petit à petit, après, on faisait un bilan. On avait appelé ça le label Colibri, nous. Est-ce que je suis observateur ou est-ce que je suis vraiment dans l'efficacité, dans l'efficience, etc. Je pense les détails. Et donc c'est ça. Donc vous avez plusieurs façons de démarrer. Soit vous démarrez par une entité, comme moi, la plateforme de service, j'avais pas le choix, vous me direz, parce que ça marchait tellement mal. Soit vous avez quelque chose que vous ne supportez plus dans l'entreprise. Vous vous réunissez, qu'est-ce qu'on supporte plus? On supporte plus l'entretien annuel d'appréciation, par exemple.
On me dit c'est obligatoire par la loi. Je dis mais je sais, j'avais remarqué, mais vous n'êtes pas obligé de le faire bêtement. Vous pouvez faire un entretien individuel tous les 3 mois qui dure 20 minutes et à la fin de l'année ça durera une demi-heure. Parce que si vous avez 50 collaborateurs, vous faites un entretien par an, bonjour à la fin de l'année, c'est pas très marrant. En plus c'est contre-productif parce qu'on peut pas dire à quelqu'un ah oui il y a 9 mois t'as fait ça, c'était pas bien, ah bon c'est contraire en neurosciences. Puis vous pouvez aussi prendre 5 ou 6 pratiques que vous ne salarez plus. Et vous faites une réunion de codir au manager. Qui est-ce qui veut essayer une nouvelle pratique pendant 3 mois? Puis dans 3 mois, on se voit. Ça marche, ça marche pas. C'est ce qu'on appelle les communautés de bonnes pratiques. C'est bien, je prends, c'est pas bien, hop, je mets à la poubelle. J'ai échoué. Non, pas échoué, c'était un essai qui n'a pas marché. Donc, c'est pas la même chose. Donc il y a plusieurs façons d'entamer, mais encore une fois, si vous n'êtes pas à un niveau hiérarchique important, ne mettez pas la révolution dans la boutique. Une révolution, ça ne fonctionne jamais, de toute façon, c'est bien connu. Mais commencez par quelque chose de modeste, un micro-défi. Voilà. Je ne sais pas, Jean-Baptiste ou Lydia, si vous voulez rebondir rapidement sur cette question de quand on est en collectivité, comment on peut changer rapidement? Alors, je dirais en premier, en fait, surtout ne pas chercher à convaincre. D'accord. Et vraiment, je vois que autant les personnes qui viennent faire des séminaires, des ateliers du nous, ils viennent justement explorer en fait les choses de gouvernance, etc. Surtout un des premiers conseils en sortant, c'est non, surtout ne venez pas dire que ça y est, que c'est super, que c'est évidemment la solution et tout ça. On est bien d'accord, hein, il n'y a rien de miraculeux. Donc en fait, pour moi, c'est ne pas convaincre, mais c'est vraiment être dans cette forme de modélisation, c'est-à-dire comment moi-même à mon niveau en fait je suis modélisant dans la manière dont je prends la parole, dans la manière en fait dont j'anime les choses, ou justement si je suis manager, manageuse ou responsable, je n'anime plus moi-même les propres réunions, mais c'est bien quelqu'un d'autre en fait qui fait ça pour me permettre en fait d'être aussi à un autre endroit. Voilà, donc il y a aussi des choses sur la modélisation qui sont importantes, et puis l'exploration. Moi j'aime beaucoup l'idée de ok bah là voilà on va se permettre des choses ensemble et on va explorer, et ensuite en fait ça va venir contaminer. Et à la fois, moi, j'ai des demandes qui viennent de codir ou de direction, mais j'ai aussi vraiment du bottom-up, c'est-à-dire vraiment où ça part en fait du terrain, et c'est un petit service. Et au début, ils ont juste un peu carte blanche avec quelque chose de clair dans le cadre. Ils peuvent toucher à ça, mais pas toucher à ça. Et à l'intérieur de ça, en fait, ils vont mettre en place tout un tas de process, d'intelligence collective. Ils vont décider d'une certaine manière, donc ils vont travailler peut-être plutôt au consentement en fait que à la majorité. Et puis au fur et à mesure, oui, ça contamine au sens positif du terme. Donc pour moi, au fond, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on convainc en fait des élus, parce que je pense qu'il ne faut pas passer par l'idée de convaincre, mais plutôt permettez-nous en fait quelque chose, permettez-nous en fait d'aller explorer telle chose avec vraiment une ligne 3 mois, 6 mois, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait, et on en a parlé tout à l'heure, que ça vient mettre en cause, en questionnement beaucoup de choses. Ça vient nous questionner sur nos manières d'agir, nos manières d'exercer en fait les différents pouvoirs. Quand je suis manager ou manageuse et qu'en fait je passe en gouvernance partagée, mais c'est pas facile. Mais à quoi je sers aussi au bout d'un moment? Mais alors du coup, si j'ai distribué, si ça se passe autrement, qu'est-ce que ça veut dire être directeur alors en fait d'un entrepôt en gouvernance partagée? Enfin, voilà. Donc oui, ça vient fondamentalement remettre en cause notre fiche de mission, notre poste, ce pourquoi en fait au départ on a été embauché. Et ça, c'est aussi à ne pas sous-estimer dans la place à un moment donné à donner en fait à ces voyons, c'est pas facile. Bah ouais, ça peut aussi ne pas être facile. Voilà. Donc ça pour moi c'est important. Parce que rentrer, c'est pour ça que c'est vrai que ce mot de démarche et pas à pas, c'est pas anodin. Et donc comment j'ai des espaces aussi pour venir exprimer en fait un certain nombre de choses. Et peut-être aussi qu'il y a des endroits pour certaines personnes, ce sera trop difficile, parce que c'est le changement de paradigme, et on n'est tellement pas habitué non plus à être dans un certain type de positionnement, à avoir ces possibilités, que peut-être ce sera difficile en fait pour certaines collaboratrices. Donc voilà, donc ça veut dire comment ça s'est accompagné, comment il y a des espaces aussi pour en parler. Vous me faites la transition, Lydia, parce que avant de préparer cette table ronde, je vous ai tous eu, enfin on a tous eu un échange, tous les 3, et quelque chose ressortait systématiquement, c'était la question de oser le questionnement
en fait déjà à soi et puis après vis-à-vis des autres. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti à chaque fois. Et Jean-Baptiste, vous l'aviez dit comme ça, vous disiez oser dire ce que sont nos attentes dans ce triptyque en fait entre tension, besoin, demande. Et moi, ça m'évoque ma propre expérience qui, voilà, en une phrase, c'est la phrase de Mark Twain qui dit, voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Peut-être que c'est ça, en fait, impulser le changement, c'est ne pas regarder que, voilà, on nous dit que c'est impossible et essayer de le faire. Lydia, par rapport à, voilà, au retour d'expérience de Jean-Baptiste et Patrick, vous, au sein de l'Université du Nou, finalement, comment vous aidez les entreprises à oser? Quelle est votre propre expérience en tant qu'organisation? Comment vous l'avez vécu, ce changement où on bouscule les codes finalement? Oui, alors déjà, l'Université du Nou, c'est d'abord un labo, c'est-à-dire que tout ce qui est ensuite transmis, toute la fabrication en fait de la pédagogie, elle est d'abord en lien en fait avec notre expérience, c'est-à-dire qu'on s'y colle tous les jours en fait à cette gouvernance alternative. Voilà, donc pour moi, ça c'est quelque chose de fondamental dans l'expérience en fait qui est créée. C'est aussi pour ça l'idée, c'est aussi de pouvoir capitaliser en fait sur cette expérience et de remettre aussi au bien commun. Et merci aussi de ces espaces parce que pour moi, évidemment, l'expérience que tu as pu traduire dans un livre et celle de Jean-Baptiste, pour moi, c'est important en fait que ça vienne faire du commun parce que moi, j'en ai eu besoin en fait pour créer aussi l'Université du Nou et du coup, on en a besoin en fait. Pour aller plus loin en fait tous ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'être assez clair sur notre raison d'être en fait qu'on vient revisiter régulièrement, de travailler en fait, de co-construire la stratégie. Et après, eh bien, nous, du coup, on a défini. Maintenant, on est une SIC, donc on s'est transformé en SIC il y a peu de temps, donc société coopérative d'intérêt collectif, toujours pour être plus en lien en fait avec cette co-construction en fait du commun. Et à partir de là, on a défini un certain nombre, de collèges avec des périmètres clairs, une manière en fait de décider. Donc nous, voilà, on a décidé en fait de travailler au consentement parce qu'on a l'impression que ça vient plus loin en fait nous chercher dans ce qu'est de consentir ensemble en fait et de comment on vient travailler aussi sur nos égos et c'est pas l'idée d'une chasse à l'ego mais c'est comment à un moment donné même si je préférerais peut-être telle chose mais en réalité par rapport aux données en fait que je vois bien que tel aspect telle décision n'aurait pas de risque en fait pour l'entreprise donc pour l'organisation. Donc comment aussi c'est sûr que ça vient à la fois travailler sur nous et tenter de faire bouger des lignes en fait à l'intérieur. Nous, on a une phrase qui dit personne, en fait, chacun a son point de vue, chacune a son point de vue, personne n'a raison. Donc voilà, on est vraiment en fait d'en venir cultiver cette posture de coopération. Et quand on s'engage, à l'Université du Nou, il y a quelque chose d'accepter en fait cette réflexivité de tenter de se regarder. On a des espaces aussi de régulation, voilà, mais ça c'est parce que c'est notre matériau en fait humain. Donc nous on est très engagés là-dedans. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça. Mais néanmoins, plus on est dans quelque chose d'ouvert et de participatif et où on va avoir de la co-responsabilité, c'est important de définir un cadre aussi que le système en fait permette de donner, j'entendais aussi ce matin, des moyens en fait et du temps. Nous au jour d'aujourd'hui, oui, c'est à peu près une vingtaine de % en fait qui est de ce qu'on produit. Donc des accompagnements, des séminaires, etc. Et ce chiffre, il est vraiment consacré en fait à notre faire ensemble en interne par rapport à nos pratiques. Voilà, donc ça, oui, c'est un vrai axe stratégique et tout le monde est embarqué dans cette aventure. Voilà. Et si on est par exemple une entreprise, en fait, quel accompagnement vous apportez à l'entreprise ? Accompagnement ou expérience. Vous disiez, Lydia, que c'est plutôt une méthode qu'un objectif, et ça rejoint aussi votre définition du résultat, qui au final plutôt donne la pression.
Voilà, qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? En fait, chaque accompagnement, tout est sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord besoin de sentir quelle est la culture, qu'est-ce qui déjà est en place. Donc, au fond, nous, des fois, quand on nous demande des projets de transformation sur 3 ans, ou je sais pas, moi, je suis incapable en fait de répondre à ça. On a d'abord besoin de venir travailler avec le groupe, peut-être définir avec qui sont les personnes en fait avec qui on va faire le premier déblayage ensemble en fait de la gouvernance. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, moi, je dis, on va faire on va mettre en fait, on va rendre visible quelque chose on peut dire du schéma de gouvernance ou du design ou de comment en tout cas ça fonctionne, et pouvoir mettre des grrr, donc les trucs qui grattent et qui vont pas du tout, ou alors des ok, ouais, ça c'est pas mal, et ouais, ça c'est porteur, et ça c'est le smile, ok, très bien. Et à partir de là en fait on va soit travailler quelque chose sur la raison d'être, la stratégie qui n'est plus forcément très claire, soit on va faire évoluer en fait la gouvernance. Mais c'est beaucoup en lien aussi avec ce travail de posture, parce que pour moi, tout ce qui est ces gouvernances alternatives, c'est pas juste des outils et des méthodes. Donc ça veut dire que nous, après, on a créé tout un tas de choses plus sensorielles ou corporelles aussi, pour que des prises de conscience un peu de ma manière d'agir, d'être, de faire, de décider soient conscientisées en fait par les personnes et par le système, parce que franchement, on pourra mettre n'importe quel outil. Si à un moment donné, j'ai pas envie de partager quelque chose avec les autres et d'en faire ensemble qui soit a priori plus qualitatif, on pourra mettre n'importe quel outil ou méthode. Je veux dire, globalement, ça changera pas grand-chose. On fera toujours un peu plus de la même chose. Voilà. Donc c'est sûr que nous, on amène aussi ce questionnement par rapport à la posture. Et donc les accompagnements peuvent prendre plein de manières très différentes. Et aussi, pour moi, tout est à respecter. C'est-à-dire entre on passe complètement en gouvernance partagée et on va déjà mettre un peu plus de participatif et d'intelligence collective, et c'est super. Et ça, c'est déjà en fait une première étape. Et c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste que déjà on fait ça. Ah ouais, et puis ah ouais, ok, on voit que ça va. Ah ouais, c'est bon, on peut aller un peu plus loin. Ok. Et alors après, peut-être qu'on travaillera avec des entités, peut-être plus en cercle, avec peut-être plus des rôles, peut-être plus d'agilité. On sortira un peu de nos fiches classiques, d'un aspect, d'un organigramme, un peu plus hiérarchique. Et puis hop, on va y aller comme ça. Et c'est comme ça aussi que la reconnaissance et que la confiance en fait peut se gagner. Voilà. Souvent, moi je dis, non, je sors pas dehors avec une douche de confiance, quoi. Enfin, je veux dire, ça vient, ah ouais, tiens, j'ai pu dire une parole, et cette parole, elle n'est pas réutilisée contre moi. Ah, ok. Alors peut-être que la prochaine fois, oui, je pourrais vraiment poser une objection, peut-être sur une décision, parce qu'en même temps, elle va être constructive. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai pas de réponse toute faite à comment accompagner. On est vraiment sur du sur-mesure. Oui, on est sur des étapes, sur du sur-mesure, quelque chose de non plaqué. Et c'est marrant parce que dans la manière dont vous racontez les choses et vous nous les partagez, on voit combien le sens est important, parce que ça transparaît dans la manière dont vous les racontez, et donc du coup on a vraiment envie de pouvoir y accéder. À chaque étape, ouais. Chaque étape, exactement. Il vient le temps des questions, et il y a une question qui apparaît et qui m'interpelle, peut-être plus pour vous, Jean-Baptiste, en termes de budget, mais peut-être pour tous au final. Alors on dit plus d'autonomie, plus de responsabilité, mais combien ça coûte, combien ça vous coûte, quel est le budget des changements impulsés et comment le quantifier, le budgéter? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Enfin, j'imagine que oui. Alors, j'aurais pris une question de clarification sur la question. Le budget d'investissement en formation, c'est ça? Je ne sais pas qui a posé la question. Je n'ai pas plus de détails, mais c'est peut-être le coût de la transformation. Le coût aussi global pour l'organisation. Je pense que c'est... Il y a... Alors... Pour moi, il était, dans la démarche de transformation que j'ai impulsée, il était nécessaire d'investir en fait de l'argent aussi en termes de formation. J'aurais du mal à donner un budget précis comme ça, mais je crois que sur les premières années, je mettais à peu près entre 50 000 euros d'investissement sur un entrepôt de 150 personnes.
50 000 € par an. Et en fait, je trouve ça intéressant comme question parce que il y a derrière forcément la question de la conviction en fait de ce que ça va apporter. Moi, à partir du moment où j'ai été convaincu que ça allait apporter quelque chose, bien sûr, je dois avoir un budget sur l'entrepôt que je fais valider, mais bon, déjà j'ai eu la chance qu'on valide mes budgets, mais ça aurait été mon entreprise avec mon budget, c'était pas une question importante pour moi. Et quand je regarde les budgets qu'on investit dans les organisations pour faire venir des cabinets de conseil comme McKinsey, bon, on en entend beaucoup parler en ce moment, et qu'on paye des millions d'euros parce que l'organisation a du mal à trouver ses propres solutions, pour moi c'est un investissement déjà bien plus mince, et en plus c'est pour que l'organisation se dote d'une capacité à être plus intelligente collectivement. Donc voilà. Après, il y a peut-être aussi ça dans la question que je trouve intéressant, c'est que est-ce que le fait de venir faire une transformation peut perturber l'organisation au point que ça ait un impact sur les performances de l'organisation ? Je ne sais pas. En fait, ce que j'ai vécu sur l'entrepôt, c'est oui. La question, c'est qu'il y a eu un moment où, dans la phase de transformation, ça a perturbé, et je pense qu'il y a eu des déstabilisations qui ont eu des impacts sur l'efficacité de l'entrepôt. Voilà. Mais et ça, je trouve pas ça. Donc, il faut savoir peut-être le regarder pour pas que ça dérive complètement. Et d'un côté, je trouve ça normal, voire ça me parle, parce qu'une transformation, c'est jamais facile en fait. Moi, je vis toujours des phases de transformation personnelle qui sont à des moments douloureuses. Et c'est OK, en fait, que ce soit en partie douloureux à un moment, à partir du moment où c'est pas trop douloureux, ça fait partie du processus, quoi. Voilà. Merci Jean-Baptiste. On a une autre question qui est notamment comment, de tout autre ordre, comment gérer les collaborateurs toxiques ? Comment gérer les collaborateurs toxiques au sein d'une organisation toxique. Oui. Ah, ça n'existe pas. Non, mais... allez-y. Déjà, ce qu'a dit Sophie, c'est vrai, il ne faut pas vouloir absolument convaincre. Il faut que les gens ensuite se persuadent par eux-mêmes en voyant leurs collègues qu'il y a un changement et que ça peut leur être bénéfique. Mais il y aura toujours des gens toxiques et j'allais dire qu'on ne fait pas une transformation en se disant il faut aussi que j'embarque les gens toxiques. Parce que c'est comme en France, on fait des lois qui font des pages et des pages parce qu'il y en a 3% qui vont frauder, quoi. Et ceux-là, c'est leur destin, ils vont toujours frauder. Je me souviens d'une anecdote qui était intéressante. Enfin, l'Assemblée générale du personnel à Versailles, on loue le palais des congrès, 1500 personnes. Et puis on était en CODIR, elles me disent, alors il y avait juste les attentats du mois de novembre avant, c'était dramatique. Elle me dit, tu sais, d'habitude on fait signer, mais là il faut encore plus faire signer que jamais. Je dis, déjà, il va y avoir l'armée, la police, à l'entrée, tout, la fouille des sacs, que sais-je encore. Mais à quoi ça sert qu'ils signent ? Elle me dit, mais il y en a qui vont partir avant. Mais je dis, il y en a toujours qui partent avant. Qu'on signe ou qu'on signe pas, ça ne change rien. Donc je dis, personne ne signera. Et il y avait toujours les mêmes toxiques qui en ont profité pour partir à midi, mais c'est juste, c'est leur destin. S'ils veulent faire les courses à Monoprix à la place d'assister à l'Assemblée générale qu'ils ont co-construit avec les autres, c'est dommage. Donc là, je veux dire, c'est plus par contamination éventuellement des autres, et petit à petit vous gagnez du terrain. Au début il y a 20% de gens, puis après 30 et ainsi de suite. Et puis là faut pas s'acharner sur les gens toxiques forcément. Il suffit qu'ils soient neutralisés plus ou moins par les résultats, puis le fait que les autres soient bien. Au début, quand on a fait la facilitation, et ça je vous incite à le faire vraiment, la formation à la facilitation, ceux qui allaient en formation disaient mais ils vont faire les clowns, parce que quand ils voyaient les salles de facilitation, c'est vrai que ça ressemble pas à une salle normale, ça c'est sûr. Hein. Il y a des buzz comme dans Tournée Manège, des post-it avec des stylos tellement gros qu'on peut écrire un seul mot dessus, enfin des chaises comme ça, de couleurs différentes. Et puis après, d'un seul coup, ils sont venus, il y avait trop de monde pour faire facilitateur, c'est bizarre. Ils s'étaient dit, finalement, c'est vachement bien ce truc-là. Ils ont fait des réunions intéressantes, il se passe des choses, enfin, c'est efficace, pour une fois. Et voilà. Là-dessus, j'ai pas d'autre réponse que ça, si vous voulez. Hein. Mais il faut pas perdre trop de temps avec ça, quoi. Jean-Baptiste, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, parce que c'est un sujet intéressant, je trouve.
et avec lequel j'essaye d'être très vigilant parce que je crois que il y a des comportements qui peuvent me toucher beaucoup dans l'entreprise et je peux vite me mettre dans une posture de combat en fait par rapport à ça. Donc déjà j'ai cette vigilance-là, une vigilance sur qu'est-ce que c'est que toxique, parce que je crois je peux avoir aussi des comportements à des moments toxiques. Et pour autant, je trouve que la question est légitime parce que j'ai pu m'apercevoir qu'il y a très peu de personnes, mais parfois quelques personnes qui peuvent avoir un impact assez fort sur les autres en fait, et qui peuvent. On parle souvent des managers, mais parfois dans une équipe, il peut y avoir un collaborateur qui permet pas l'expression en fait, parce que les autres sentent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, pas le droit de dire un mot de travers, sinon on va se moquer d'eux, etc. Et qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être capables d'en prendre conscience, voire qui n'ont pas envie de changer ça, parce que certainement que ça vient toucher des blessures trop profondes, etc. Et que donc il y a à traiter quand même ces cas-là. Donc par un cadre de sécurité. Voilà, j'ai eu comme expérience que les managers avaient cette fonction au démarrage quand même dans l'entreprise et qui n'était pas suffisamment utilisée parfois, de garantir une forme de sécurité. Je parle plus de sécurité psychologique. Quand le groupe est suffisamment mature, le groupe peut porter la sécurité psychologique. Mais si le groupe n'est pas assez... mature en tout cas, n'a pas assez l'habitude de le faire, le manager peut avoir cette fonction-là de venir remettre de la sécurité et donc d'agir quand il y a des comportements qui peuvent vraiment nuire aux autres, quoi. Voilà. Oui, et juste pour préciser, en effet, le cadre de sécurité, c'est bien quelque chose, c'est bien un espace en fait qui nous permet, c'est bien un support en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui va faire que ça n'existera pas. Mais du coup, on a des références communes qu'on a possiblement co-construites, parce que l'idée, c'est vraiment là d'avoir du participatif et de la codécision par rapport à une équipe. Et au moins, c'est un support pour venir parler en fait des choses. Sinon, c'est quoi le support en fait? Qu'est-ce qu'on considère comme OK, pas OK, toxique, pas toxique, etc. Voilà. Donc, et l'idée, c'est de le revisiter un peu régulièrement. Si on en crée une fois et si on le met dans le placard ou dans un tiroir, évidemment, ça ne va pas nous servir. Moi, le nombre de groupes, aussi collectifs citoyens, etc., qui ont pu écrire en fait des chartes relationnelles qui ne revisitent jamais. Ça, c'est vraiment, c'est un levier, c'est un support en fait, la charte relationnelle ou le cadre de sécurité, etc. Donc vraiment, ça, il faut s'en saisir et peut-être qu'on le fait une fois par an. Mais en tout cas, voilà, c'est un instant privilégié où on vient revisiter en fait nos manières de relationner, de dire, etc. C'est quelque chose qui se rappelle à nous en fait et qui est là et tout le monde l'a signé et est clairement d'accord dessus. Peut-être il nous reste un tout petit peu de temps, peut-être une dernière question avant de conclure. Une question peut-être sur la place des individualités dans le collectif. Notamment, donc la question est posée comme ça: comment donner une place aux individualités, notamment celles des générations les revendiquant davantage, dans un collectif qui, par définition, représente un ensemble, donc un tout? Comment le gérer? Bon, c'est vrai que pour la fin, j'ai quand même fait costaud là. Mais il va falloir faire court. Exactement. Je me suis piégée. Mais si vous avez la place de l'individu dans le collectif, comment vous avez pu gérer ça dans vos organisations? Oui, moi j'aime bien parce que souvent en fait le mot nous, ça s'appelle l'université du nous, et souvent, alors soit vraiment il y a des gens qui trouvent ça trop super et vraiment la notion du nous c'est à fond, etc. Puis alors il y en a d'autres, mais au secours, c'est invasif total, c'est l'enfer, c'est la fusion, c'est l'horreur, voilà. Donc et pour nous il y a vraiment quelque chose de, au fond, un nous c'est bien un ensemble, et c'est pas une addition, mais c'est bien un ensemble en fait de singularités, d'individus, du coup avec toute cette notion de diversité. Et au fond, c'est parce que pour moi il va y avoir des personnes différentes. Ouais, et du coup aussi un procès. Enfin, oui, je peux pas dire autre chose en fait que le fait qu'on ait des processus clairs où chacun
peut venir donner sa parole, qui ne fait pas foi, mais qui est vraiment son expression, et qui, au bout d'un moment, en fait, va venir construire autre chose. On est vraiment, pour moi, dans le A plus B égale Z, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui apparaît ensemble, qui n'est ni un tel ou un tel ou un tel. Non, c'est autre chose, en fait, qui apparaît. Et j'avoue qu'à des moments, il y a vraiment cette magie du collectif où je ne suis pas en train de me perdre, je ne suis pas en train d'être assimilée, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose de cette couleur, mais qui est au bénéfice, en fait, de tous, en fait, vraiment. Et c'est vrai que de plus en plus dans les séminaires, vraiment, enfin, moi, ça me fait chaud au cœur, hein, cette génération de bien plus jeunes que moi, et qui vraiment voilà, vient ramener des notions pour moi essentielles, féministes entre autres, de diversité, etc. Et je pense que vraiment ce genre de choses permet ça, quoi. Permet en fait de ne pas se perdre, de venir dire tout en sachant d'où on parle et c'est quoi mon enjeu, en fait. Est-ce que ce que j'amène, c'est vraiment au profit, en fait, du collectif, ou alors je viens jouer des choses beaucoup plus personnelles ou que personnelles. Voilà, ça c'est ça qui est pas toujours simple, et des fois c'est pas simple, en fait, à le sentir. Et c'est aussi pour ça que le fait que ce soit animé, le fait qu'on puisse avoir un petit temps après, il y a plein de choses, en fait, qui nous permettent, enfin moi, qui m'ont permis de regarder, ah ouais, bah là je vois bien que je viens vraiment jouer mon truc, et en fait je suis à fond uniquement pour moi, ou alors au contraire, ah oui, là je sens bien que ça c'est ok, et c'est pas je lâche, c'est pas ah ouais, non, c'est ok, ça je vois bien que là c'est pas tout à fait au bon endroit, et en fait ça c'est possible, donc, et jamais je peux amener ma richesse du coup à cet endroit-là. Voilà. Cette question est très importante, parce que trop vouloir jouer le collectif, on oublie l'individu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre engagement et motivation. Vous vous engagez par rapport à une organisation, par rapport à une entreprise. J'ai envie de travailler pour la Caisse des Yvelines, ok. Mais dans mon job, là, à Sartrouville, je ne suis pas motivé. Parce que c'est mon activité, c'est plus personnel. Donc il faut des processus qui permettent l'expression individuelle. Nous, on avait fait l'innovation participative. On avait une grille d'idéation qui était sur l'intranet, et chacun pouvait dire « moi j'ai envie de faire telle chose », d'autres personnes pouvaient implémenter, etc. Et là, c'est-à-dire que chacun dans la caisse, quel que soit son grade, son statut, l'endroit où il se trouve, pouvait exprimer une idée personnelle pour changer quelque chose qui ne le concernait pas a priori. Alors qu'avant, on disait, toi, tu t'occupes pas de ça, tu travailles pas à la comptabilité, tu connais rien, tu es un plouc, reste dans ton coin, etc. Non. Donc, je dis, ah, mais j'existe en tant qu'individu. Et après, je vais travailler pour le bien-être collectif. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il faut travailler sur l'équité plutôt que sur l'égalité. Ça, j'attache de l'importance, parce qu'en France, l'égalité, c'est même dans la devise de la République, vous voyez un peu le truc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis moyennement doué, mais de temps en temps, je vais être récompensé quand même, parce que je vais être récompensé pour mes efforts et pas que pour mes résultats. Mes résultats sont moindres, mais bon, j'ai pas de chance, il y a une période de ma vie où c'est difficile, etc. Et l'autre qui est très très fort, bah, lui va toujours avoir les récompenses, il faut qu'il les ait. Et là, on va se dire, ah bah tiens, c'est équitable. J'existe en tant qu'individu, je suis moins doué que mon voisin, on ne me les fait pas remarquer au point que j'ai pas un avancement pendant 10 ans de suite, par exemple. Bah, c'est un peu une hérésie, à condition que les gens fassent des efforts, bien sûr. Donc c'est tout ça à la fois qui fait qu'il y a un dosage subtil entre le collectif et l'individuel. Mais cette question est très très bonne, parce qu'il faut sans arrêt l'avoir présent à l'esprit. Chacun doit sentir qu'il apporte sa part dans le collectif. Voilà. Merci Patrick, merci Lydia. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Jean-Baptiste, très très rapidement. Je peux juste imaginer quelque chose, oui, par rapport au processus. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre démocratie, on est énormément sur la majorité. On pose une question, et est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Il n'y a pas d'expression individuelle là-dedans, très peu en tout cas. Et dans les processus qu'on utilise, Lydia a parlé de consentement. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent ici. Moi, j'invite à regarder ce processus, parce que je le trouve génial dans ce qui permet de l'expression individuelle pour arriver quand même à un résultat collectif. Ça a été une révélation pour moi et une source d'inspiration aussi dans la vie de tous les jours. Voilà. La question des nuances et du consentement. Bien, merci à tous les trois. Donc, si je résume quelques ingrédients clés pour un processus de changement, je dirais appliquer du coup la singularité d'une démarche à chaque structure. Le projet doit être porté et soutenu par le dirigeant et ses collaborateurs.
des formations et de l'acculturation en parallèle, et enfin une mise en œuvre progressive et graduelle, mais suivant la logique des petits pas, donc plutôt une méthode qu'un objectif. Et pour conclure, on avait échangé sur un petit call to action, chacun a livré à tous ce avec quoi on repart quand on sort de cette salle, ce vers quoi on aimerait s'engager. Et du coup, je vous invite chacun à nous livrer votre petit call to action, voilà, qu'on gardera tout précieusement. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Patrick. Oui, allez. Moi je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Fixez-vous un micro-défi. C'est vous qui le détenez. Hein. Vous piochez dans ce que j'ai dit, dans ce qu'on a dit, dans votre truc à vous. Et vous arrivez à dire, mais je vais faire un micro-défi, moi. Pourquoi ? Parce que là, je vais commencer demain. Que c'est parce qu'on ne commence pas qu'il ne se passe rien. Mais on n'est pas obligé tout de suite de construire une cathédrale. Donc, fixez-vous un micro-défi. Voilà. Bravo, ça sera bien. Lydia. Ouais, moi, il y a oser aller un peu regarder sous le tapis. Voilà, on fait de notre mieux, on est tous comme on est. Enfin, donc il y a rien qui est bien ou qui est pas bien. Donc pour moi, c'est oser. Et il y a plein de trucs téléchargeables. Si vous allez, j'y pense du coup en termes de processus, parce que là, c'était pas le moment en fait de l'expliciter comme ça, mais aller sur le site de l'université du Nou et tout ça, il y a plein de trucs téléchargeables. Et puis et allez-y en fait, tester des choses. Moi j'aime beaucoup sur des petits projets. Et puis voilà, osons regarder en fait nos manières spécifiques d'exercer nos pouvoirs ou les pouvoirs. Merci Lydia. Jean-Baptiste. Et en lien un peu avec ça, moi je dirais s'accorder du temps, s'arrêter et regarder, juste observer, éventuellement le faire avec d'autres personnes aussi, mais voilà, s'accorder du temps d'arrêt pour stopper un peu la machine, quoi, et regarder. Bien. Il me reste à vous remercier tous les trois pour votre intervention et la richesse des échanges. Et mon dernier mot sera oser le changement. Voilà, je vous remercie. Merci.